Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, on a dépassé les 50 000 sur la campagne. Pierrick est ravi, regardez, il est ravi. Mais c'est la fin de la campagne et la fin de la saison 3 qui se rapproche. Je me disais bien que le grognement de Pierrick était un peu trop dans les aigus. En fait, il est triste de vous quitter. Et oui, nous arrivons déjà presque à la fin du temps imparti pour vous procurer les goodies et le roman Paris 1328. Donc si vous voulez garder un peu de Pierrick dans votre bibliothèque, eh bien c'est maintenant qu'il faut y aller. Le lien de la campagne est en description et dans le commentaire épinglé. Sur ce, Pierrick et moi-même vous faisons un bisou sur la joue droite, si la laine de Pierrick sur le foin c'est normal, et je vous laisse avec votre épisode. Sur les branches des arbres, de petits bourgeons avaient éclos, signe d'un printemps renaissant qui arrivait enfin. Pierrick regardait d'un air inquiet une bande de corbeaux de mauvais augure perchés en haut d'un grand chêne. C'est mauvais présage que cela, pensa-t-il. D'ici la fin de la journée, un grand massacre aura lieu. Mais l'heure n'était point à l'interprétation des signes, et le paysan n'était point devin. Il se saisit fermement d'un fauchon dans l'une de ses mains et d'un pistolet de l'autre, et tira un coup de feu en l'air pour gagner l'attention de la masse grouillante des paysans révoltés qui se trouvaient autour de lui. En face de cette armée populaire, trônait le château de la Madeleine, devant lequel il venait juste d'arriver, à l'intérieur duquel se terrait le seigneur de Chevreuse. Selon les Parisiens qui les accompagnaient, ce fort était une cible de prime importance. Le raisonnement sous-tendu était simple. Si une troupe de manants réussissait à prendre cet édifice, les seigneurs d'Île-de-France allaient réfléchir à 2 fois avant de refuser leur légitime demande. Avec l'aide de Dieu, les armes que leur avaient fournies les Parisiens allaient leur permettre de remporter la victoire. Et il le fallait. Malgré leur récent succès, l'armée paysanne n'était constituée que de quelques milliers d'hommes et de femmes indisciplinés, affamés et équipés de briques et de brocs. Après un hiver éprouvant qui avait gelé les combats, ils avaient besoin de remporter une victoire, et ça Pierrick le savait pertinemment. Épuisé, c'était le mot. Le paysan était épuisé d'avoir à endosser son nouveau rôle de chef. Bercé d'idéaux venant de Paris, révolté par les injustices et les privations que leur faisait subir la noblesse autour de la capitale, Pierrick avait accepté de prendre la tête de cette rébellion paysanne. Au début de l'hiver, les habitants de plusieurs dizaines de villages avaient cessé de payer l'impôt. Puis la révolte s'était étendue pour enfin toucher plusieurs centaines de villages, de hameaux et de bourgs. Le groupe de Parisiens, qui avait promis des armes aux paysans, leur avait alors livré plusieurs caisses de ces fusils, de ces pistolets et de ces grenades si puissantes. Puis plusieurs instructeurs étaient arrivés depuis la ville, qui avaient appris à Pierrick et à plusieurs hommes triés sur le volet comment se servir de ces engins. À la fin de la mauvaise saison, les paysans avaient pu constituer un semblant d'armée dont l'élite était ce groupe de choc muni de bouches à feu, entraîné par les instructeurs parisiens. Pourtant, Pierrick sentait que les Parisiens les soutenaient de plus en plus du bout des lèvres. La ville de Paris n'avait toujours pas pris parti officiellement pour la révolte. Les excès commis par les révoltés n'avaient certes pas aidé à faire gagner cette colère paysanne en respectabilité. Lors d'actions sporadiques en effet qui avaient été menées durant l'hiver, des bourgs avaient été pillés et de nombreux nobles et bourgeois avaient été pendus, voire empalés, leurs familles massacrées, et ce malgré les consignes de Pierrick qui avait expressément interdit ce genre d'exactions à ses troupes. Non pas que le paysan eût la moindre compassion pour les malheureux qu'on avait toxis, mais il tentait d'appliquer les conseils des instructeurs parisiens, qui lui avaient promis un soutien officiel de Paris seulement si de tels excès étaient contenus. Seules les menaces de damnation éternelle provenant des dizaines de curés qui avaient rejoint la rébellion avaient réussi à calmer les troupes. En effet, de nombreux membres du clergé, mais surtout des curés ou des clercs de campagne, voyant leurs ouailles dépérir jour après jour, avaient décidé de rejoindre cette rébellion. Malgré son rôle de chef et la nouvelle popularité qui l'accompagnait, le paysan restait pragmatique. Il savait que si les bouches à feu arrêtaient d'affluer de la ville, ou que si les instructeurs parisiens s'en allaient, la révolte ne tarderait pas à être écrasée. Pour le moment, les premières échauffourées avec des soldats de différents seigneurs avaient été des succès en demi-teinte, car l'ennemi fuyait généralement au premier coup de feu, laissant la place vacante, mais n'étant point neutralisé. De plus, les paysans ne s'entendaient pas entre eux. Beaucoup venaient d'endroits fort différents, où l'on ne parlait point le même patois d'un village à l'autre. À ouïr les Parisiens, la Francie du futur était unie du sud du pays d'Oc au nord du pays d'Oil. Une chose inconcevable pour Pierrick, tant les cultures et les langues de ces immenses étendues lui paraissaient différentes. Le paysan avait trouvé en lui la force et le charisme nécessaires pour faire tenir cet ensemble disparate de manants, de vilains et de gueux. Par de grands discours, ponctués d'impressionnantes séries de jurons, le paysan réussissait, en faisant appel à son ressenti personnel, à se faire entendre par une population qui en avait largement soupé de cette situation absurde. On crevait de faim à quelques lieues de la ville, la plus avancée du monde. On était assommé d'impôts royaux, seigneuriaux, municipaux ou religieux. Tout le commerce était aspiré à grande gouleille par Paris, et pour des raisons purement dogmatiques ou religieuses, on empêchait la population d'imiter les Parisiens et de faire fructifier d'autant plus leurs terres.
La noblesse et le clergé se mêlaient du travail des paysans, qui étaient pourtant censés s'administrer eux-mêmes dans les affaires agricoles. On pendait les Jacques qui osaient cultiver la patate ou la tomate, alors que dans le reste du royaume, voire ailleurs en Europe, ces innovations se répandaient petit à petit. Il était certain fait que les seigneurs dont le domaine se trouvait autour de Paris avaient été les plus traumatisés par l'arrivée de la ville, d'où cette réaction de rejet épidermique. Mais la populace n'avait point à faire les frais de ces états d'âme. D'ailleurs, c'étaient souvent les nobles dont le domaine avait été sinistré ou déserté suite à l'arrivée de la capitale qui imposaient à leurs paysans ces injustes interdictions. Le seigneur de Chevreuse, dont le château se dressait face à l'armée paysanne, était un des plus fervents défenseurs de cette politique, qui visait à isoler Paris, et tout ce qui venait de cette ville, du reste du royaume, par tous les moyens. Il fallait prendre ce Castel avant l'arrivée des renforts ennemis. Il se racontait que les seigneurs des alentours s'étaient rassemblés en Ost, plus au sud, afin de mettre un terme à cette révolte. Pierrick agita les bras, puis motiva les troupes. « Hardis paysans, souhaitez-vous rester toute votre vie mort de faim et écrasé par l'impôt ? Sus ce seigneur de Chevreuse, cet affameur, ce profiteur qui tond le peuple. La noblesse et la bourgeoisie se gavent-elles des oies ?» Sans même s'en rendre compte, petit à petit, le paysan s'était mis à utiliser les mêmes formules que Messire Kévan, même si le sens de certains mots lui échappait, comme celui de prolétariat par exemple. Comme quoi, les leçons du jeune homme avaient malgré tout fini par pénétrer son épaisse caboche. Mais dans la bouche du Parisien, ces phrases sonnaient creux. Dans les discours pénétrants de Pierrick, ce concept de peuple uni contre les puissants commençait à prendre parmi les manants. Galvanisés par le discours, étouffés par l'injustice qu'ils subissaient, les paysans se mirent à hurler leur colère en direction des remparts. Juste après son discours, il partit s'entretenir avec un des instructeurs parisiens pour parfaire son plan d'assaut de la forteresse. Il le vit s'entretenir avec son chef, grâce aux boîtes à parlotte dont il disposait. Fort heureusement, il n'aurait pas besoin de ces boîtes à parlotte pour l'assaut du fort. Le temps était venu d'utiliser les explosifs parisiens contre les murailles. Le paysan eut une pensée pour sa famille et pria brièvement pour leur sûreté. À la fin de l'hiver, voyant les risques énormes que sa femme et ses enfants encouraient de par sa faute, Pierrick les avait envoyés sur les routes vers Orléans, avec recommandation de chercher hospitalité chez le cousin Jeannot, ou chez Marc le Parisien, si ceux-ci habitaient encore la ville. Car oui, le paysan luttait avant tout pour les siens, pour sa dignité, et il allait montrer à ses nobliaux de quel bois la paysannerie du royaume se chauffait. C'était inévitable, il fallait négocier une sortie de crise. Le conflit latent qui s'éternisait entre Paris et la couronne de France n'avait que trop duré. L'avancée d'Édouard et le délitement du royaume avaient fini par inquiéter Daniel, et l'avaient finalement forcé à prendre des mesures. Des négociations allaient être ouvertes. Mais Daniel Cousteau ne comptait pas pour autant passer pour faible aux yeux des médiévaux. Il fallait donc d'abord que les conditions préalables soient réunies. C'était à contre-cœur que la présidente avait accepté de donner carte blanche à l'armée et à la police, pour en terminer avec les troubles qui secouaient la ville depuis des mois. Jusqu'au bout, la présidente avait souhaité enrayer l'escalade et conserver cette politique de neutralité qui avait tant profité à Paris ces dernières années. Seulement, la demande de sécurité était devenue trop grande dans la population, et la révolte paysanne, ainsi que l'invasion d'Édouard III d'Angleterre, avaient plongé les alentours de la ville dans le chaos. Daniel Cousteau savait désormais que les Anglais disposaient de canons et d'arquebuses bien en avance sur leur temps, ce qui leur donnait un avantage considérable sur la couronne de France. On se doutait qu'un Parisien était intervenu dans l'affaire. Puis, l'empereur du Saint-Empire, Louis IV de Bavière, voyant la bête blessée, faisait à nouveau des siennes et avait exigé à Philippe VI qu'on lui cède de larges territoires dans l'est du royaume. Le royaume de France était aussi un tampon entre Paris et d'autres potentiels ennemis. Il était hors de question de le laisser s'écrouler. Daniel ne pensait pas que ce délitement se ferait si vite. Il avait donc été convenu, en coordination avec le ministère des Affaires médiévales, de subventionner massivement le royaume une fois la paix rétablie, de le vassaliser économiquement, en quelque sorte, un processus déjà bien entrepris, car aujourd'hui les villes médiévales qui entouraient Paris étaient devenues des fournisseurs de matières premières et de main-d'œuvre pas chère, et étaient intégrées de plus en plus étroitement au tissu économique de la capitale. Malgré l'insistance d'Armand, le Premier ministre, qui souhaitait intervenir aux côtés du royaume de France contre l'Angleterre, Daniel avait décidé que l'armée parisienne ne ferait que s'interposer entre les deux belligérants, afin que les conditions préalables aux négociations puissent être atteintes. Pour Daniel, ce n'était qu'un conflit entre deux dynasties, qui parlaient toutes deux français et qui étaient de culture française. Prendre parti pour l'un ou pour l'autre n'avait donc pas trop de sens, et il fallait en premier lieu penser aux intérêts directs de Paris. En gros, l'armée jouerait le rôle de l'ONU du XXIe siècle. Pour autant, il fallait tout d'abord que les médiévaux acceptent cette médiation. Pour cela, il faudrait user de la force, à la fois pour faire définitivement cesser les attaques en sous-main de Philippe VI sur la ville, mais également pour pousser Édouard III à accepter l'entremise de Paris, alors qu'il était sur le point de conquérir entièrement le royaume de France. L'opération avait vite été organisée.
On avait voulu impressionner. Ainsi, on avait sorti des stocks plusieurs voitures blindées qu'on avait retapées et qu'on avait remplies d'un carburant spécial à base d'éthanol. Pour accompagner ces engins, plusieurs colonnes de soldats avaient été autorisées à se déployer au-delà de la ceinture agricole, à l'intérieur même du domaine royal, afin de traquer les bandits qui terrorisaient les Parisiens depuis des mois. À l'aide de drones à vision thermique, les soldats avaient pu retrouver puis exterminer ces brigands en l'espace de quelques semaines, non sans occasionner quelques malheureux dégâts collatéraux parmi les civils. Les quelques troupes médiévales envoyées contre les Parisiens avaient été dispersées avec des coups de feu en l'air ou du gaz lacrymogène, sans trop de difficultés. Ensuite, on avait voulu intimider Édouard III afin qu'il ne pousse pas son offensive plus avant et qu'il accepte la négociation. La flotte d'hélicoptères dont disposait la ville avait été mise à contribution. Enfin, la flotte d'hélicoptères. Un hélicoptère civil, plus 2 hélicos militaires Gazelle, sortis également d'un musée, pour être retapés, constituait pour le moment toute la puissance aérienne de la ville. Volant en formation, les engins étaient arrivés au niveau du camp de l'armée anglaise au sud d'Orléans et avaient procédé à une démonstration de force. Des hélicoptères avaient survolé le camp à basse altitude, provoquant une panique, tandis que le troisième larguait une bombe dans un champ inhabité à côté du camp, afin de démontrer aux Anglais la puissance des armes parisiennes. Et ce même hélicoptère avait ensuite survolé la tente du roi lui-même, et largué juste devant une bombe désamorcée, indiquant ainsi à Édouard que si les Parisiens l'avaient voulu, il serait mort sans avoir eu le temps de dire ouf. Suite à ce coup de force, les réponses étaient vite parvenues à l'Élysée. Philippe VI et Édouard III acceptaient tous deux la proposition parisienne. La démonstration de force avait fait son effet. Il ne restait plus qu'à trouver le lieu et la date des négociations. Mais ce, pas avant d'avoir réglé l'autre dossier brûlant, qui concernait directement son Premier ministre. Celui-ci était devenu beaucoup trop insoumis à son goût, et s'opposait de plus en plus ouvertement à ses consignes. Daniel le soupçonnait de vouloir lui succéder à la présidence, et elle se doutait que l'ex-général manigançait des choses dans son dos. Cette révolte de paysans, par exemple, était bien trop soudaine, pour ne pas avoir été préméditée, et si Armand avait quelque chose à voir dans tout ça, il participait à l'escalade de la violence et ne méritait donc plus sa place au gouvernement. Plusieurs mois auparavant, Daniel avait appris que plusieurs dizaines de fusils soviétiques, capturés avant la vibration à des pirates somaliens, avaient été portés disparus à l'inventaire d'un jour à l'autre. Ces stocks étant fortement sécurisés, seul Armand et quelques autres fonctionnaires très haut placés auraient pu en disposer sans en référer à la présidente. Ses forts soupçons et son opposition politique avaient poussé Daniel à lui signifier durant un bref entretien qu'il devrait remettre sa démission dès que les négociations de paix seraient terminées. Après 4 ans de neutralité, la politique étrangère de la ville venait de changer. Forte du succès de cette intervention fracassante dans le monde médiéval, Daniel se sentait pousser des ailes. Paris pouvait-elle devenir la garante d'un nouvel ordre mondial fondé sur la paix ? Quelques jours en ancien français, des cris étouffés, un peu de lumière, un peu d'air frais, puis à nouveau l'obscurité. Derrière le sac de toile qui lui recouvrait le visage, Kevin tentait désespérément de savoir vers où on pouvait encore l'emmener. Cela faisait déjà un bon moment qu'il avait été kidnappé, combien exactement impossible de savoir. Depuis, il avait été trimballé de planques en planques par un assortiment de criminels médiévaux et de jeunes délinquants parisiens. Kevin ne savait que 2 choses, qu'un homme important s'intéressait à lui, et que la police parisienne était à ses trousses. On ne lui avait rien dit de plus. En somme, il savait pour sûr qu'il était dans une merde monumentale. Plus récemment, le jeune homme avait entendu ses ravisseurs évoquer une recrudescence des descentes de police dans les bas-fonds de la ville. Pourtant, cette fois, il sentait que c'était la dernière fois qu'on le faisait changer d'endroit. Kevin sentait la fin approcher. Il ne pouvait pas s'empêcher de claquer des dents de frayeur derrière son sac de toile. Puis on le fit asseoir, et la lumière fut. Juste en face de lui, se tenait l'homme le plus effrayant qu'il avait jamais vu de sa vie. Celui-ci était entouré de 4 hommes, médiévaux ou parisiens, impossible de dire. Leur style vestimentaire était étonnant. Un mélange entre style cité et Moyen-Âge. Des Lacoste TN surmontés de brais, c'était ça la dernière mode, se dit Kevin. Au bout d'un long moment de silence, le chef de cette ménagerie se leva, et en tout préambule, asséna une gifle à Kevin qui lui fit siffler les oreilles. « Me regarde point dans l'œil comme un effronté, jeune puceron. Tu as devant toi un prince, le prince des Ribauds. On m'appelle également l'écorcheur. Ça te rappelle quelque chose ?» À 2 doigts de s'oublier tant sa frayeur était grande, Kevin dut faire un immense effort pour faire travailler sa mémoire. L'écorcheur. Il avait un vague souvenir de ce nom. On en avait parlé brièvement il y a des années. C'était un bandit médiéval qui avait terrorisé une partie de Paris durant les premiers jours après la vibration et qui avait ensuite disparu sans laisser de traces. Était-ce le même homme, qui était maintenant à la tête du crime organisé parisien ? Le visage à moitié brûlé du bandit s'approcha à quelques centimètres de celui de Kevin, qui déglutit. « Pourquoi donc les archers te cherchent » demanda le bandit. « Les archers » répondit Kevin. Un des hommes de l'écorcheur dut traduire. « Il veut dire les Condés, chef. » Kevin tenta de bluffer, et répondit en ancien français. « J'ai volé de l'essence, dit-il. C'est uniquement pour ça. » Le jeune homme put voir le bandit tirer un couteau de sa poche, puis hurler. « Le noueux, le noueux. Amène-moi donc le dernier Jacques qui nous a menti. » Une porte s'ouvrit derrière Kevin.
et un médiéval grand, filiforme, à l'air vicieux et cruel, traîna à l'intérieur de la pièce une carcasse humaine entièrement dépecée, puis la jeta aux pieds de Kevan. En tombant, cette masse de viande torturée fit un bruit de succion. Devant ce spectacle abominable, un des bandits parisiens détourna le regard. Voyant ceci, l'écorcheur se tourna vers son homme, et soudainement, lui taillada le visage à l'aide de son couteau. « Regarde, couard de Parisien, regarde donc! Mes soldats ne sont point drôlesses, ne détournent pas le regard !» Puis souriant de toutes ses dents, il se tourna à nouveau vers Kevan. « Je me dois de me faire respecter par mes hommes, lui dit-il d'un air suave. Mes recrues locales ne comprennent pas ma langue, mais ils comprennent ce langage universel qu'est la violence. Seulement si tu me mens, tu finiras comme ce pauvre air, comprends-tu ?» Les larmes aux yeux, Kevan acquiesça doucement. Il se savait incapable de résister à la torture. Il cracha le morceau. Ce sont des républicains extrémistes, très probablement financés par un membre haut placé du gouvernement, qui ont armé et lancé cette insurrection de paysans autour de Paris. Un silence se fit. Puis l'écorcheur claqua plusieurs fois dans ses mains. Voilà bel et bon aveu sincère. Juste avant qu'on se saisisse de lui pour l'emmener, Kevan eut le temps d'interpeller l'écorcheur. « Comment savez-vous que je possède cette information? Quel intérêt avez-vous à vous mêler de cette histoire ?» Le prince des Ribos s'amusa de cette question, posée sur un ton presque suppliant. « Soit je consens à te répondre. Dis-toi bien, jeune puceron, que quelques inquisiteurs se sont enquis de ton sort et ont posé des questions dans la rue qui me sont remontées aux oreilles. Mais quelques contacts, chez le grand inquisiteur, votre ministère des affaires médiévales, m'ont permis de savoir pourquoi on te recherchait avec tant d'ardeur. Une fois informé, mon commanditaire s'est montré grandement intéressé, et de là il ne fut point malaisé de te retrouver. Tu sais tout maintenant. Marche. Ils ont des sources, même chez le ministre, pensa Kevan. Ce prince des Ribos dispose de nombreux contacts et d'une influence tentaculaire, en plus d'avoir l'aide d'un puissant politique, sûrement le chef du camp royaliste. La situation était bien pire que prévu, et lui était impuissant. On amena Kevan dans la pièce attenante. Là l'attendait une petite caméra fixée sur un trépied, manipulée par deux Parisiens propres sur eux, qui avaient l'air terrifiés d'être là. On le fit asseoir. L'écorcheur s'approcha à nouveau du visage de Kevan. Toujours dans un grand sourire, lui murmura « Maintenant, jeune puceron, j'acte. » La mort de sa sainteté Jean XXII était encore tenue secrète, et Pierre Roger, le représentant du pape à la cour de France, en était déjà informé grâce à son petit réseau d'informateurs. Il avait immédiatement entrepris le voyage vers Avignon, où allait bientôt se tenir un nouveau conclave, destiné à élire le successeur du pontife décédé. Assis dans une calèche très inconfortable, le religieux jeta un œil au dehors. Les soldats de son escorte marchaient en ordre dispersé, tous vêtus de la livrée papale. Il était bien protégé. Et en effet, sa personne était devenue précieuse, depuis qu'il avait été nommé cardinal. C'était son coup d'éclat qui lui avait valu cette prestigieuse nomination. Durant plusieurs jours, les religieux les plus fanatiques du royaume et d'Europe avaient fait régner la terreur parmi les païens parisiens, les infidèles et les hérétiques de cette ville. Ce coup d'éclat avait été fort apprécié par le pape et la vieille garde des cardinaux d'Avignon, qui lui avaient donné de l'avancement en échange de ses bons services. En effet, même si de nombreux religieux avaient été emprisonnés ou expulsés, ces troubles avaient permis de mettre sous coupe réglée l'église de la ville. Les prêtres parisiens hérétiques, qui suivaient toujours Vatican II, n'osaient plus guère sortir donner la messe, ou le faisaient en secret. Désormais, la majorité des religieux officiant dans la ville étaient des fidèles du pape, qui tenaient par leur prêche la population médiévale qui résidait en Paris. Mais quel pape? Pierre Roger le savait bien en son fort intérieur. Il nourrissait une ambition pour lui-même. Il était l'homme de la situation. Il était le seul qui percevait très clairement le principal enjeu, qui était tout simplement la survie de l'Église catholique. L'athéisme qui régnait en Paris, les différentes religions qui coexistaient faisaient de cette ville un exemple insupportable. Le culte de Jésus-Christ était la seule vraie foi. Pour lui, que la ville la plus avancée au monde n'embrasse pas totalement la seule vraie religion, pourrait pousser à terme de plus en plus de fidèles à s'en détacher. Il était déjà connu que des athées venus de toute l'Europe s'étaient réfugiés à Paris pour échapper aux persécutions et vivre leurs convictions à l'air libre. Jean XXII n'avait point été à la hauteur de la tâche. Il aurait fallu mater ces Parisiens par une croisade immédiate. Désormais, c'était de l'intérieur qu'il fallait agir. Dès qu'il serait pape, ce dont il ne doutait point, il allait faire tout son possible pour détruire ce principe auquel les Parisiens tenaient tant, cette laïcité qu'il haïssait de tout son âme. Et tout d'abord, il fallait restaurer le prestige de sa future fonction. Revenir à Rome était la première étape. L'influence déclinante du roi de France n'était plus à même de contraindre le Saint-Père à rester à Avignon. Louis de Bavière et son antipape, discrédités depuis leur soutien apporté aux frères de Philippe VI il y a de cela 4 ans, avaient lâché la bride à leurs territoires italiens, dont beaucoup d'habitants demandaient maintenant le retour du pape à Rome. Pierre Roger se mit à rêver. Si Paris, sa richesse et sa puissance tombaient sous le contrôle de l'Église, quelle région du monde ne serait-il pas capable de convertir à la vraie foi? C'était non loin d'Alençon qu'on avait organisé la rencontre. Philippe VI avait été rejoint par Robert d'Artois, le commandant de son armée,
Le comte précédait le roi d'Angleterre de quelques jours. Daniel Cousteau, qui devait présider ces négociations et garantir la paix, était arrivé le matin même. Elle avait proposé au roi de la rejoindre pour une discussion informelle en attendant l'arrivée d'Édouard III. Philippe bouillait de sentiments mixtes. D'un côté, Paris avait à nouveau éventé ses plans. Les bandits et les moines à qui il avait lâché la bride étaient soit morts, soit bannis de la ville. Seule la papauté, en renforçant sa présence dans les églises parisiennes, avait tiré un bénéfice de toute cette opération. De l'autre côté, ce coup de force tombait à point. Car Édouard III était à 2 pouces de reprendre son avance vers Orléans. Il était certes humiliant de devoir son salut à Paris, mais vu l'état du royaume, c'était également souhaitable. Puis tout partait à volo. En plus du roi anglais, l'empereur du Saint-Empire et même le roi de Navarre avaient renouvelé leurs prétentions territoriales et dynastiques. À l'ouest, le duché de Bretagne s'éloignait de plus en plus des intérêts du royaume, étant vraisemblablement sur le point de s'aligner sur la politique du roi d'Angleterre. Plusieurs villes du royaume avaient décidé de ne plus verser d'impôts à la couronne. De nombreux bourgs, comtés, provinces, baronnies étaient maintenant quasiment indépendants. Ces négociations étaient donc la meilleure manière de geler le conflit en attendant résolution de tous ces problèmes. Et puis, cette démonstration de force de l'armée parisienne avait une fois de plus été terrifiante. Ni Édouard ni Philippe ne faisaient le poids face à une force qui pouvait les tuer de par les airs, ou anéantir plusieurs dizaines d'hommes en l'espace d'un clin d'œil. Les survivants des opérations de nettoyage parisiennes avaient évoqué le fait qu'ils se faisaient tout de même trouver quand ils se cachaient dans des forêts, dans des sous-bois, par on ne sait quelle magie. En son fort intérieur, le roi était profondément abattu, mais il gardait au fond de lui une once d'espoir. Peut-être que cet entretien informel permettrait d'expliquer à Dame Cousteau l'intérêt qu'elle avait à soutenir le royaume. Pour cela, Philippe avait fait le choix de voyager en famille. La présidente était une femme, et les femmes marchaient à l'affect, c'était chose connue par tous. Ainsi, présenter sa famille à cette présidente pourrait éventuellement l'attendrir, la pousser à soutenir favorablement sa position lors des négociations avec Édouard III. Privé de finances, privé d'une armée digne de ce nom, le roi de France en était réduit à de basses tactiques. Il avait échoué à contrer cette ville par la force et par la ruse. Il allait désormais devoir supplier. Tout ça pour que le royaume de France ne disparaisse pas dans les limbes de l'histoire. Philippe, sa femme et l'héritier Jean s'étaient donc mis en route vers le lieu de la rencontre, soit une abbaye non loin de la ville d'Alençon, réputée pour la discrétion de ses moines. Derrière la famille royale cheminaient une douzaine de chevaliers, Robert d'Artois, de ses aides et les capitaines de l'armée royale, ainsi que les quelques grands du royaume qui lui étaient restés fidèles. Non loin de l'abbaye, Philippe put voir les premiers signes de l'arrivée des Parisiens en ces lieux. On vint les accueillir, et on les mena jusqu'à la salle où devait se tenir la rencontre, à l'intérieur de l'abbaye. Dans tout le bâtiment, des soldats parisiens montaient la garde, armés de leur infernal attirail, de ces bouches à feu qui avaient décimé la chevalerie du royaume. On les introduisit dans une salle. Daniel Cousteau, accompagné de plusieurs de ses conseillers, se tenait autour d'une grande table, surmontée d'une boîte à images que les Parisiens appelaient escran. Un soldat s'approcha, et fit mine de vouloir les fouiller, mais Daniel Cousteau leva la main pour l'en empêcher. « Mon invité est roi de France », clama-t-elle. Lui et son escorte seront traités conformément à leur rang, qu'on ne leur fasse pas subir cet outrage indigne. On s'installa autour de la table. Un Parisien fit mine de sortir une de ces boîtes à lumière dont il se servait dans la ville pour capturer l'image des gens. Philippe l'arrêta d'un geste, il n'avait aucune confiance en ces engins. Il exigea qu'un des moines de l'abbaye vienne exorciser cet appareil avant utilisation. Le processus prit un certain temps. Le moine voulut plonger l'appareil dans l'eau bénite, mais ce fut refusé par les Parisiens. On se contenta finalement de l'enfumer avec de l'encens. Après ce processus long et laborieux, on put prendre une de ces images capturées et commencer l'entretien. L'échange commença sur des amabilités. Le roi remarqua qu'en 5 ans, les Parisiens semblaient beaucoup plus renseignés sur les us et coutumes de leur monde. Cet Daniel Cousteau avait beaucoup appris, et n'avait rien à voir avec la sotte Cayette, qui avait voulu négocier avec lui avant la bataille de la porte de la Chapelle. Jean l'héritier écoutait attentivement l'entretien. Il allait falloir qu'il voie comment se passe ce genre de discussion, pensa Philippe. Un jour, avec la grâce de Dieu, il montera sur le trône lui aussi. On échangea des cadeaux. Le roi donna à Dame Cousteau de riches étoffes. Les Parisiens offrirent au roi de luxueux vêtements, et à la surprise de tous, sortirent un petit coffret, une relique, un bout de la sainte couronne du Christ, conservée à Notre-Dame, qui fut donné au roi dans un écrin fait d'or et de diamants. Philippe fut stupéfait. C'était un présent d'une valeur inestimable, car le symbole de la gloire, de la légitimité de la couronne, résidait aussi en ces reliques. Le roi avait été privé de ces objets depuis l'arrivée de Paris. La relique fut apportée avec d'extrêmes précautions. Tous les médiévaux présents dans la pièce en eurent le souffle coupé. Cet objet était inestimable. Avec ce geste, Dame Cousteau semblait vouloir mettre ses interlocuteurs dans les meilleures dispositions possibles. On expliqua au roi, en des termes fort diplomatiques, qu'au vu des troubles qui secouaient son royaume, cette sainte relique saurait lui faire regagner sa légitimité malmenée. Le geste était fort. Tous dans la pièce avaient les yeux rivés sur ce petit bout d'objet sacré. Les chevaliers de l'escorte royale s'étaient agenouillés, tant et si bien
que personne ne remarqua l'absence de Robert d'Artois. Le comte s'était éclipsé, profitant de l'ébahissement provoqué par ce cadeau exceptionnel. Aux côtés des étoffes et des vêtements offerts en cadeau de part et d'autre, un paquet supplémentaire avait été déposé. Se levant, Danielle Cousteau prit la parole, souriante. « Majesté, dit-elle, Paris ne souhaite pas la chute du royaume de France. Nous souhaitons mettre fin à ce conflit latent et rétablir de bonnes relations avec... » À plusieurs centaines de pas de l'abbaye, Robert d'Artois fuyait à toute allure sur son destrier. Derrière lui, ses deux aides de camp, les hommes d'Auguste et du roi d'Angleterre, le suivaient de près, juste après l'avoir aidé à mettre en place cette machinerie infernale. La trahison était désormais entièrement consommée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Par la malpeste, quel genre d'engin Auguste a-t-il placé dans ce paquet? Comment l'a-t-il construit? La distraction provoquée par la relique avait été capitale. Sans cela, Robert n'aurait point eu le courage de ses actions. Le plan qu'Auguste lui avait communiqué était enfin parachevé. Paris et le royaume de France étaient tous deux décapités. Dans le chaos qui s'ensuivrait, plus rien ne pourrait s'opposer au dessein du roi d'Angleterre. Le comte s'arrêta brièvement avec ses deux aides dans une petite forêt. De nouveaux vêtements et de nouvelles montures les attendaient. Il était temps de rejoindre son nouveau roi, qui lui, saurait le récompenser à sa juste valeur. On le fera pair, on lui baillera un duché, on lui donnerait enfin l'Artois, l'obsession de sa vie. Mais alors qu'il descendit de son cheval, Robert entendit un craquement de branches derrière lui. Soudain, plusieurs hommes armés de piques surgirent des forêts et de derrière les arbres. Paniqué, le comte tira son épée et se tourna vers ses deux aides de camp. « À moi, mes gendarmes !» À sa plus grande surprise, un des hommes d'Auguste venait de lui planter une dague perfide dans le poitrail. « Rien de personnel, messire d'Artois, dit-il, mais monseigneur Auguste a expressément requis à ce qu'aucun lien ne subsiste entre lui et l'explosion de l'abbaye. » Robert hoqueta. Il avait été trahi. Auguste n'avait jamais eu l'intention de lui bailler l'Artois, ni quoi que ce soit d'autre. Il avait été utilisé pour le compte du roi d'Angleterre. Il avait trahi son roi pour rien. Le royaume ne s'en remettrait pas.